Aurore Lalucq. On savait qu'on était dans le monde des fake news avec Donald Trump. C'est des images qui sont décortiquées par les journalistes contre des contre-arguments, souvent des intox du camp Trump. Ce genre de scène a suscité une émotion nationale et pourtant, on est toujours dans la bipolarisation complète, le contre-camp. Oui, mais de toute façon, au-delà même de la question des fake news, ce qui est terrible, c'est qu'il a créé une milice qui est faite en réalité sur mesure pour contourner la Constitution. Et on voit que malheureusement, sa façon de se comporter est terriblement cohérente avec tout ce qu'il fait, avec l'invasion, avec l'enlèvement de Maduro au Venezuela, avec son mépris du droit international, son mépris de l'état de droit. En fait, c'est quelqu'un de violent qui ne protège même pas ses citoyens. Parce qu'on parle quand même, si j'ai bien compris, d'une mère de 3 enfants qui venait de déposer ses enfants à l'école. Donc, il ne protège même pas les citoyens américains. Alors, c'est malheureusement une illustration totale et cohérente de ce qu'il est. Comment doit-on se protéger de lui ? C'est une des grandes questions qu'on va vous poser ce soir. On va parler du Venezuela, on va parler du Groenland, on va parler du discours d'Emmanuel Macron face aux ambassadeurs hier. Mais je voudrais qu'on commence par l'actualité. L'actualité, c'est un mot, Mercosur. Ça y est, c'est sûr, la France a perdu. La France a-t-elle défendu la bonne stratégie ? Le traité a été entériné. C'est donc un échec. La France a-t-elle voulu gagner ? Moi, je vais vous dire, je suis présidente de commission au Parlement européen. Donc, je préside toutes les négociations dans le domaine économique. Et je sais qu'avoir la France contre soi dans des négociations, c'est perdre. La France, quand elle défend ses banques, quand elle défend sa finance, elle est capable de vous vider une législation entièrement. Attendez, Emmanuel Macron a voté contre. Qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait ? Il a voté contre, mais en réalité, est-ce qu'il était vraiment contre ? Moi, je pense qu'il n'était pas réellement contre. Ça ne d'être pour, mais... Et la France a été très dans l'hésitation, en fait. Et à partir du moment où vous êtes dans l'hésitation, quand vous négociez, là, pour le coup, vous laissez une place absolument terrible aux autres. L'Espagne a une stratégie très claire. Elle sait ce qu'elle veut défendre. L'Allemagne a une stratégie très claire. Elle sait aussi ce qu'elle veut défendre, son secteur automobile notamment. Nous, la réalité, c'est que je ne sais pas si notre stratégie était réellement de vouloir défendre notre secteur agricole. Donc agricole. C'est l'échec d'Emmanuel Macron pour vous ? Parce que là, c'est quand même soutenu par toute la classe politique. C'est l'Europe, il n'y a pas de majorité, il n'a pas su convaincre. C'est son échec ou c'est finalement les jeux de la démocratie européenne ? C'est le jeu de la démocratie européenne, mais sincèrement, la France, quand elle veut quelque chose au niveau européen, je vous assure qu'elle peut réussir à l'avoir. Même sur la question du nucléaire, qui est un espèce de tabou absolument incroyable au niveau européen. Il faut se rendre compte dans l'imaginaire allemand ce que c'est de parler de nucléaire. Et même là-dessus, on arrive régulièrement, la France arrive à obtenir ce qu'elle veut. Donc là, si la France n'a pas réussi, c'est qu'en fait... elle n'a pas correctement combattu. Qu'est-ce que vous auriez fait maintenant ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Maintenant, la réalité, c'est qu'on va voir s'il y a une application ou pas provisoire de cet accord. Non, mais ils vont l'appliquer, ils l'ont dit. Donc, je rappelle que vous souteniez pas du tout cet accord. Non, mais d'autant plus qu'en fait, si vous voulez un accord commercial de cette ampleur, ça vous permet de faire quoi ? De projeter une vision du monde ailleurs. Et dans un moment où on doit faire de l'influence politique, de l'influence idéologique, où on doit finir là-dessus, on doit défendre le Green Deal, les questions sociales, nos valeurs européennes. Mais vous êtes économiste. En fait, oui, justement. Et la donne géopolitique a changé. À l'heure de la guerre commerciale, c'est beaucoup plus difficile de commercer avec les États-Unis. On a besoin de débouchés. Pourquoi vous soutenez votre compte ? C'est tout à fait juste, mais je vais vous dire, si c'était ça la réalité, on aurait fait les choses différemment. En fait, la réalité, c'est que le Mercosur, avec ou sans Trump, il aurait été signé. Et en fait, moi, je serais tout à fait capable d'entendre et d'avoir une discussion en se disant, est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée des zones de libre-échange face aux États-Unis, face à la Chine, etc. Et là, c'est une vraie discussion. Mais dans ce cas-là, il faut être cohérent. Dans ce cas-là, quand on a un commissaire européen qui se fait sucrer son visa, on monte au front. Est-ce que j'ai entendu l'Union européenne ? Absolument pas. Dans ce cas-là, on taxe les géants américains. Ce qu'on pourrait faire. On va parler de tout ça. Sur le Mercosur, est-ce qu'on... Il y a le vote au niveau européen, au niveau du Parlement européen. Mais vous, si vous étiez aux affaires, le Parti socialiste en France, qu'est-ce que vous auriez fait de différent ? Mais je pense qu'il y avait un rapport de force qui se jouait bien en amont au niveau du Conseil. Et je le redis encore une fois, quand la France veut quelque chose au niveau du Conseil, si on défendait notre agriculture et si on défendait notre industrie, et j'insiste sur le mot industrie aussi, on va en reparler, c'est essentiel. Comme on défend nos banques et notre secteur financier, je vous assure
qu'il y a beaucoup de choses qu'on gagnerait. Donc la France isolée, la France affaiblie sur la scène européenne, quelles vont être les conséquences de cet échec ? Avec déjà la crise politique qu'on traverse, on n'a pas de budget. La France est déjà affaiblie depuis la dissolution. En réalité, on a perdu énormément en crédibilité. La France est affaiblie du fait qu'on n'arrive pas à avoir de stabilité politique. Donc oui, la France est affaiblie. La parole française est affaiblie à cause d'Emmanuel Macron de ce fait-là. Alors, mais maintenant, à voir ce qui va se passer au Parlement européen. Moi, j'aime le Parlement européen. Vous avez vu que la Commission et la démocratie laisse entendre, selon certaines sources, qu'on pourrait se passer du vote du Parlement européen. C'est possible, ça ? Alors, ils ont demandé une application provisoire, mais je pense et j'espère, et on va se battre pour qu'il y ait un vote, mais de toute façon, effectivement, c'est tout à fait problématique que la Commission européenne puisse oser penser pouvoir se passer d'un des co-législateurs. Je serai la Commission européenne. Dans la situation actuelle, je ne jouerai pas trop à ça. Alors, que faire face à Donald Trump ? C'est la grande question. On a vu ce raid militaire sur le Venezuela, la capture de son président. Aujourd'hui, c'est le Groenland. On va parler de ces sujets. Mais d'abord, écoutez, Emmanuel Macron, sa vision du monde dans ce nouveau désordre mondial, c'était hier face aux ambassadeurs. Face à ceux qui voudraient voir revenir la loi du plus fort, désinhibée, les suivre bêtement, ce n'est pas notre intérêt. Ça, c'est le choix de la vassalisation heureuse. Ce n'est pas le nôtre. Ça ne correspond pas ni aux intérêts, ni aux valeurs de la France et de l'Europe. De l'autre, il y a un choix aussi qui pourrait être tentant, qui est celui de dire, qui est le choix moral, de dire on n'y peut plus rien, mais on va continuer de dire ce qui est bon. C'est le choix de l'impuissance, ça n'est pas non plus le nôtre. Le seul qui me semble tenable, c'est d'avoir plus de logique de puissance pour la France et pour l'Europe. C'est d'assumer de défendre complètement nos intérêts, et c'est de continuer à défendre notre influence partout où le multilatéralisme efficace peut être défendu. Voilà, des paroles aux actes. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis d'accord sur les paroles. Le problème avec Emmanuel Macron, ce n'est pas les paroles, c'est les actes. En fait, la situation, c'est que, comment dire, il faut qu'on réapprenne à se battre au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a été habitué à être dans une zone de confort, finalement. On n'avait pas forcément besoin de se battre pour nos principes. Là, il faut apprendre à se battre pour défendre nos principes. Il ne faut absolument pas renoncer à nos principes. Prenons les dossiers dans l'ordre. Sur le Venezuela, par exemple, il a failli dans la réponse, le président français. Que dire et que faire face à une forme de nouvel impérialisme ? On arrive, on capture, on prend les richesses. Qu'est-ce que doit faire l'Europe ? En fait, l'erreur de l'Union européenne, elle date d'il y a un an. On n'écoute pas Donald Trump. On fait la même erreur avec Donald Trump qu'on a fait avec Poutine. Poutine, il nous donnait le plan exact de ce qu'il allait faire. Et nous, Donald Trump, on l'a pris de haut en disant « mais il raconte n'importe quoi, ça ne va pas marcher son truc ». Et on se crée un espèce de narratif, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quelqu'un de transactionnel en réalité, Donald Trump. Non, Donald Trump, c'est du capitalisme d'extorsion. C'est vous allez faire ce que je veux, quand je veux, et vous allez même payer pour. On a compris son fonctionnement. Mais il faut mettre les limites dès le début. Non, il faut mettre les limites dès le début. C'est-à-dire qu'il faut l'empêcher. Par exemple, maintenant, la prochaine étape, ça va être le Groenland. Alors, on y vient. Ou l'Iran. Il faut. Mais vous n'avez pas répondu sur le. Oui, mais je finis sur. Parce que c'est global, en fait. C'est global. La réalité, c'est que. Comme réponse, excusez-moi. Si je la finis, elle sera moins floue. Si vous ne lui mettez pas des claques régulières. Eh bien, en fait, c'est quoi la claque ? La claque régulière. Par exemple, les droits de douane, la réduction des droits de douane qu'on est censé voter. On ne la vote pas. On commence par ça. On commence par taxer les big tech. C'est à la fois leur force et c'est à la fois leur faiblesse. Mais on l'a fait. Non, on ne le fait pas au niveau européen. Ils ne vivent pas sans le marché européen. Un quart du marché d'Apple se fait au niveau européen. Twitter, Facebook, donc là, vous parlez etc. des droits de douane et pas des amendes. Ils ont besoin. Mais on a mis des amendes, mais maintenant, on peut les taxer. Des barrières à l'entrée. On peut mettre des barrières à l'entrée. On peut les taxer. En fait, il faut qu'on apprenne à frapper. Mais on dépend tellement de ces géants du numérique. Tout est américain. Oui, mais si on se dit ça, on est mort. Je veux dire, c'est fini. Dans ce cas-là, autant devenir un État membre américain. J'aurais au moins le droit de vote au niveau du Parlement et du Congrès américain. Et je pourrais avoir de l'influence. Du rapport de force. Taxer les géants du numérique, elle pèse combien aujourd'hui en Europe ? Qui est pour cette position-là ? Mais elle pèse. On a l'impression qu'elle est minoritaire. Mais elle est minoritaire. Pas qu'en Europe, si vous voulez, c'est au niveau des États membres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début ? C'est que chacun joue un petit peu sa partition. En réalité, on a des égoïsmes nationaux, où tout le monde dit c'est la faute à Ursula von der Leyen qui n'est pas courageuse, etc. La réalité, c'est qu'elle est un peu poussée sous le bus.
et que derrière, on a des États membres qui sont parfaitement égoïstes, qui défendent leur petite partition, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire, il va falloir à un moment... Donald Trump, il joue sur quoi ? Il joue sur notre désunion. Il veut qu'on soit désunis. Et s'il nous attaque en permanence, en réalité, c'est parce qu'on est fort. Et il a lancé le Liberation Day, il y a quelques mois de cela. Je sais pas les droits de douane. Si vous vous rappelez de ça, avec les droits de douane. Eh bien, nous, il nous faut notre Independence Day. C'est-à-dire qu'il faut absolument, matin, midi et soir, que l'économie de guerre, ce ne soit pas des mots, mais que ce soit des actes de production massive. Parce qu'en fait, les leviers de pression, c'est les droits de douane et l'effort militaire. Et l'effort militaire, tant qu'on ne sera pas indépendant d'un point de vue militaire, mais en fait, on sera toujours pris dans cette espèce de chantage. Ça, c'est très bien, et ça prend quand même beaucoup de temps de faire ça, non Ça dépend pourquoi. On est à 2 ou 3%, je crois, du PIB. Il faut monter à 5, paraît-il, pour être compétitif militairement. Oui, mais on a... Pas dire pour faire la guerre, mais pour avoir une armée. Pour avoir une armée. Mais on a nos géants français, notamment. Il y a aussi plein de startups extrêmement performantes françaises. Je pense à Alta Ares. Vous avez l'usine qu'a visité Emmanuel Macron avec Zelensky, qui font des drones intercepteurs à 85% européens. J'espère qu'on a passé de la commande publique à ces gens-là. J'en doute sincèrement. Donc en fait, préférence européenne en matière de défense. On a des atouts. Essentiels. Sur le Groenland. Alors là, on comprend très bien que finalement, l'option militaire n'est pas forcément la première de Donald Trump, l'invasion, l'intervention, mais on est plutôt sur la transaction, l'achat. Aujourd'hui, il explique qu'il est prêt à offrir jusqu'à 100 000 $ par Groenlandais, 50 000 personnes au Groenland, pour renforcer sa présence militaire et exploiter les ressources. Qu'est-ce que doit faire l'Europe ? Encore une fois, ce qu'on doit faire au niveau du Groenland, mais comme pour tout le reste, c'est donner... Donald Trump est quelqu'un qui aime dépasser les limites. Mais est-ce qu'on va devoir se battre pour le Groenland ? Mais oui. 50 000 Groenlandais. En fait, il va falloir se battre sur tout. Mais militairement ? Mais il va falloir... Il faut déjà éviter, en fait... En fait, il faut toujours faire en sorte de pouvoir taper à l'avance parce qu'une fois qu'on sera attaqué d'un point de vue militaire, ce sera beaucoup trop tard. Si on ne met pas de baffe, encore une fois, de manière régulière, ce sera fini. Sur ce sujet, il faut lui mettre vraiment des limites en permanence. Si les Danois, imaginons, décident de défendre leur possession, le Groenland, est-ce qu'on les aide ? Est-ce qu'on leur envoie quelques soldats pour... non pas pour battre l'armée américaine, c'est ridicule, mais pour essayer de la dissuader en disant si vous voulez vraiment attaquer le Groenland, il faudra en passer par un affrontement. Vous gagnerez, mais vous serez obligé de le faire. Je pense qu'il faudra de toute façon soutenir les Danois, mais ce serait bien aussi que les Danois nous soutiennent. Entre parenthèses, ça aurait été bien que les Danois, depuis le temps qu'on le dit, n'achètent pas de l'armement américain, mais achètent de l'armement européen. C'est fait, mais ça continue à se faire aussi. Oui. Donc, en fait, je veux dire... Oui, mais on les soutient. Oui, on les soutient, il faut les soutenir. Mais surtout, il ne faut pas arriver à cette situation-là, parce que sinon, c'est l'OTAN qui explose, parce que sinon, en réalité, c'est déjà fini. Et c'est pour ça que je dis que quand il faut faire du rapport de force, et il faut vite créer notre indépendance, c'est tout de suite, là, maintenant. Parce que l'enjeu... c'est pas que l'Union européenne comme une espèce de truc abstrait. C'est l'Europe, ce sont les Européens et c'est la démocratie. Si on est attaqué, encore une fois, c'est qu'il y a vraiment une raison. Je voudrais essayer d'avoir votre lecture. On a tout vu, tout entendu de cette semaine qui s'achève. C'est une forme de quoi ? D'impérialisme, de recolonisation. This is our hémisphère, les choses sont dites et claires avec Donald Trump. On revient à ces sphères d'influence précarées sur l'Amérique du Sud notamment, Canada et Groenland. Votre lecture, c'est quoi ? C'est qu'il va s'arrêter là, qu'il veut faire cette fameuse doctrine d'Onro, du nord de l'Amérique au sud de l'Amérique ? Ou pas que. Ou plus que ça. Pas que. La façon dont... De toute façon, tout est écrit avec lui. On a vu sa doctrine vis-à-vis de l'Union européenne. Il veut notre vassalisation. Ils veulent nous diviser. Ses troupes soutiennent toutes les extrêmes droites européennes qui veulent la fin de l'Union européenne. Donc, sa doctrine ne s'arrête malheureusement pas à l'Amérique. Est-ce qu'il veut nous livrer à Poutine ? Parce que vous avez vu le raisonnement de ce pétrolier russe au large de l'Islande. Certains y voient le signe que finalement Trump est toujours le patron et dans la manière dont ce navire battant pavillon russe a raisonné pour justement bien montrer que le blocus sur le pétrole vénézuélien était en place. C'était peut-être un premier signal que finalement il ne le laissera pas faire ce qu'il veut, y compris en Europe. Ça, franchement, moi, je pense que ce qu'il veut réellement, c'est notre affaiblissement total, peu importe les moyens. Et l'Union européenne est prise entre la Russie,
la Chine aujourd'hui et les États-Unis. Donc le monde a changé. L'Union européenne doit le regarder malheureusement tel qu'il est. Elle doit réapprendre à sortir du confort de ses meubles. Elle doit réapprendre à se battre. Elle doit réapprendre à défendre ses principes. Elle doit se mettre, encore une fois, j'insiste là-dessus, en économie de guerre. Tant qu'on ne sera pas indépendant, en fait, on n'y arrivera pas. C'est vraiment une urgence vitale. Sur l'Ukraine. Là aussi, il faut essayer d'être concret. Il y a une coalition des volontaires qui a dit qu'elle déploierait. Il y a plusieurs pays, on dit ça. Pas tous, loin de là, mais enfin plusieurs. Il déploierait des soldats en Ukraine s'il y avait un cessez-le-feu. Après le cessez-le-feu. Pas avant, pas pour se battre maintenant, mais après le cessez-le-feu. Est-ce qu'il faut le faire d'abord ? Je pense que vous êtes d'accord. Et deuxièmement, est-ce que si ces soldats étaient jamais... Parce que les Russes ont dit, nous, ces soldats seront des cibles. S'ils sont attaqués, ils doivent répliquer ? Moi, je pense que ce qui a été décidé par la coalition des volontaires est vraiment essentiel. C'est essentiel de rappeler la ligne politique. Après, on ne va pas faire de la politique fiction. On verra ce qui se passe. On verra ce qui Ils ont dit qu'ils... On verra ce qui se passera. Mais c'est pour ça que j'insiste. C'est pas de la fiction. On est obligé de répondre à cette question. C'est pour ça que quand on envoie des soldats quelque part, il faut toujours se mettre dans l'hypothèse où ils seront obligés de répliquer. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. C'est pour ça que depuis 2 ans, 3 ans, on insiste sur le fait de dire qu'il nous faut des armes, des armes, des armes et des armes. Oui. Et qu'il nous faut, vous n'avez pas répondu et qu'il nous faut un mur. Est-ce qu'ils doivent répliquer ? Eh bien, on verra. On n'en est pas là pour l'instant. Joker, j'ai bien compris. Aurore Lalucq. Faut reparler à Poutine. Vous avez vu que Giorgia Meloni veut rétablir le dialogue. On a bien compris aussi que sans doute la libération de Laurent Vignatier, ce chercheur français soupçonné par Moscou d'espionnage, a été libéré après qu'Emmanuel Macron ait expliqué qu'il fallait renouer le dialogue. C'est opportun de se réinviter dans ce dialogue direct avec le dictateur russe ? Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je ne pense pas que les signaux soient une ouverture au dialogue de Vladimir Poutine. Donc vraiment, encore une fois... On ne reparle pas à Poutine, c'est une mauvaise idée ? C'est pas ça le sujet, mais le sujet, parler à Poutine pour faire quoi en réalité ? Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de paix, c'est quelqu'un, il a été très clair sur ce qu'il veut. Donc plutôt d'essayer à chaque fois de trouver, de bricoler des solutions en espérant qu'on va pouvoir passer à travers quelque chose de délicat, mais soyons forts. Enfin, mais est-ce qu'on peut rester comme ça en dialogue avec l'Ukraine, avec cet intermédiaire américain, sans jamais parler ? On est la première puissance économique mondiale. On est la première zone économique mondiale. On est riche, on est fort. Qu'est-ce qu'on attend pour être puissant politiquement, en fait ? De quoi on a peur au bout d'un moment ? Alors, moi, j'ai l'impression sanctionner certains Américains. J'ai l'impression, je vais vous dire qu'on est dans un espèce... Non, mais finis là-dessus. Est-ce qu'il faut refuser des visas comme ils l'ont fait avec Thierry Breton ou menacer de sanctions certains juges français à la Cour pénale internationale ? Est-ce qu'il faut faire donnant-donnant ? Après tout, venez plus chez nous si vous nous empêchez d'aller chez vous. Mais il faut faire plus que ça. Ça, c'est du symbole politique. Peut-être qu'il faut en faire, etc. Très bien. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est que, par exemple, quand vous prenez l'affaire du juge Guillou, qu'est-ce qui se passe ? Nicolas Guillou, un juge de la Cour pénale internationale qui a été mis sous sanction, avec d'autres juges d'ailleurs, par les États-Unis, parce que la décision n'a pas plu à Donald Trump. Petite parenthèse, à mon avis, au bout d'un moment, ce sera la Cour pénale internationale dans son ensemble qui sera mise sous sanction. Ça veut dire que plus accès à aucun moyen de paiement. Tous nos moyens de paiement sont américains aujourd'hui. Plus accès à certaines choses en termes de cybersécurité, à certains logiciels, etc. Donc, quand je parle d'économie de guerre, quand je parle de la nécessité d'avoir un Airbus des paiements, quand je parle de ce genre de choses, parce que ce qui leur arrive là, ça peut nous arriver à tous demain, c'est pas un truc qui n'est pas concret. C'est essentiel, c'est vital. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a de quoi faire. C'est la même chose. En fait, on est en train de se saboter. On a Carte Bleue, on a Stella, on a des acteurs absolument formidables. On a tout pour pouvoir tout faire, sauf qu'on a peur qu'on reste dans une espèce de club mondain qui n'a pas compris que le monde a changé. Et vous êtes de celles qui nous invitent à sortir en Europe de la peur. On s'arrête là, on avait plein de questions politiques nationales. Je rappelle que vous soutenez Raphaël Glucksmann. Vous reviendrez pour répondre à Laurent Geoffrin, je vous souhaite. Merci à vous, Aurore Lalucq.